Vous avez 6 ans la première fois que quelqu'un vous traite de faible. Ça se passe à la récréation. Tu tiens un verre trouvé près du toboggan et tu le montres fièrement à une fille de ta classe. Puis un garçon, plus âgé, plus bruyant, toujours entouré de bruit, te l'arrache des mains. Le verre se fend en deux. La fille hurle, le garçon rit, et toi tu restes planté là, sans rien tenir. Ce garçon s'appelle Marcus, et pendant les 6 années qui suivent, il ne s'en va jamais vraiment. Tu grandis dans une petite ville où les gens disent des choses comme « les garçons sont toujours des garçons » et « endurcis-toi quand quelqu'un pleure ». Alors tu arrêtes de pleurer. Mais Marcus ne cesse de vous pousser. Il vous trouve dans les couloirs. Il vous pousse l'épaule juste assez fort pour faire tomber vos livres. Il se moque de votre voix, de votre posture, de chacune de vos hésitations. Il devine ce qui vous fait tressaillir et s'y enfonce comme dans un bleu. Vous essayez d'en parler à une enseignante. Elle vous sourit gentiment et vous dit « ignorez-le ». Les tyrans manquent juste de confiance en eux. Mais cela n'empêche pas la boule de papier qui vous frappe l'œil pendant un cours de maths, ni le dessin au feutre de votre visage avec un nez de cochon qui fait le tour de la cantine, ni le silence pesant qui s'installe entre vous et vous-même. On apprend à se déplacer silencieusement, à trouver les sorties avant les entrées, à se crisper lorsqu'on entend des rires, même s'ils ne nous concernent pas. Tu traverses l'école comme un fantôme, mi-présent, mi-figé, presque épuisé. Tu deviens un maître de l'évitement. Tu franchis les portes de travers, les yeux rivés au sol. Tu souris moins, tu parles moins, tu ressens moins. Au moment de la remise des diplômes, vous n'avez pas parlé à Marcus depuis des mois. Mais sa voix résonne encore en vous. Vous le portez comme un écho indésirable. Même quand il n'est pas là, il est toujours là. Dans votre posture, dans vos doutes, dans le silence qui suit votre appel et votre hésitation à répondre. Et puis la vie reprend son cours, l'université. Un travail dans une ville où on n'a plus aucun souvenir de vous. Vous trouvez de nouveaux sujets de préoccupation. Le loyer, l'assurance, les listes de courses, les réunions d'équipe, les sorties entre amis, les évaluations de performance. Tu oublies Marcus, ou vous pensez que vous le faites, jusqu'à ce qu'une nuit, alors que vous parcourez Facebook à 2 heures du matin, évitant de dormir comme si c'était un défi, vous le voyez, même nom, visage plus âgé, marié, 2 enfants. Il possède une entreprise d'aménagement paysager dans votre ville natale. Son sourire est naturel, comme si de rien n'était. Votre estomac se noue sans votre permission. Vous fixez sa photo comme si elle s'excusait en son nom. Mais ce n'est pas le cas. Tu penses à lui envoyer un message. Et puis tu te moques de toi. Que dirais-tu? Dis donc, tu te souviens quand tu m'as fait vivre un enfer? Vous fermez l'ordinateur, mais vous ne vous endormez pas. Au lieu de cela, votre esprit repasse chaque couloir, chaque rire, chaque petit moment où vous vouliez disparaître. Les années passent. On devient quelqu'un que l'on décrit comme calme. On obtient une promotion. On se marie. On devient plutôt doué pour faire comme si l'enfance était révolue. Mais parfois, une blague au travail vous fait mal. Ou un homme crie trop fort en public. Et vos épaules se crispent avant même que votre esprit ne puisse comprendre. Vous voilà de retour en 5e, comme ça. La mémoire musculaire est une historienne cruelle. Le traumatisme vieillit comme le vin, il s'atténue mais ne s'affaiblit pas. Il trouve simplement des recoins plus profonds pour se cacher. Et puis ton père tombe malade, un cancer du poumon. Rapide et brutal, vous rentrez chez vous pour prendre soin de lui. La ville n'a pas beaucoup changé, juste plus de boutiques de vape et moins de librairies. Moins de librairies, moins d'endroits où se perdre dans la fiction. Encore des rappels que la réalité a des angles aigus. Tu es plus vieux maintenant, mais tout semble plus petit. Même ta maison, les craquements du plancher, l'odeur du garage, les coins éraflés des chambres d'enfants.
Un après-midi, après un long rendez-vous, vous vous arrêtez à la station-service du coin et vous voyez un homme debout près de la machine à café, épaules larges, coupe courte, un peu plus corpulent. Il vous faut 3 secondes pour le reconnaître. Marcus, ton cœur bégaie. Il se retourne. On s'attend presque à ce qu'il ricane, qu'il lance un coup, qu'il ricane comme s'il avait à nouveau 16 ans. Mais il dit simplement « Hé, attends, c'est toi ?» Tu hoches la tête. « Oui, c'est moi. » Son visage vacille, comme une télé coincée entre 2 chaînes. Il rit nerveusement. « Waouh, mec, ça fait une éternité. » Tu hoches à nouveau la tête. Tu dis quelque chose de poli. Tu ne sais pas pourquoi. Il te demande si tu es de retour en ville. Tu lui parles de ton père. Il baisse les yeux. « Je suis désolé d'apprendre ça. Vraiment. » Il y a un silence. Une longue inspiration inconfortable. Puis il le dit. « J'étais vraiment un con à l'époque, hein ?» Tu hausses les épaules. « Parce que faire d'autre avec 10 ans de bleu ?» Il rit à nouveau, plus doucement cette fois. « J'y ai vraiment pensé. Beaucoup. Tu ne sais pas quoi dire. » Il te propose de boire une bière un de ces jours. Tu réponds que tu n'es pas sûr. Il te donne quand même son numéro. Puis il sort. Et vous, restez planté là, un café de station-service à la main, avec 25 ans d'histoire non racontée. Tu penses à lui envoyer un message. Tu n'y penses pas, puis tu le fais. Tu supprimes le brouillon, puis tu en écris un autre. Vous vous rencontrez, un bar miteux, une table de billard. 2 ventilateurs de plafond poussiéreux. Vous êtes assis l'un en face de l'autre, comme des vétérans de 2 guerres différentes. Il parle de ses enfants, tu parles de ton travail. Aucun de vous ne mentionne le collège, jusqu'à ce qu'il le fasse. « J'étais tout le temps en colère, » dit-il. « La vie à la maison était difficile. Mais ça n'excuse rien. » Vous hochez la tête. Il fixe son verre. « Avant, je me sentais puissant en rabaissant les autres. Je crois que j'en avais besoin, à l'époque. » Tu ne dis rien. Alors, tranquillement, tu le fais. « Tu m'as fait me détester pendant des années. » Il hoche la tête, lentement. « Je sais. » Il y a un silence entre vous qui n'est pas gênant, juste complet. Il dit « Je suis désolé, vraiment. J'aimerais pouvoir revenir en arrière. » Et voilà le truc. Vous le croyez. Vous ne vous y attendiez pas. Mais vous y arriverez. Non pas parce qu'il le dit parfaitement, non pas parce qu'il pleure, mais parce qu'il n'y a aucune performance dans sa voix, juste du regret. Un regret réel, brut, humain. Et pour la première fois de ta vie, tu regardes Marcus et tu ne vois pas le garçon qui t'a brisé. Vous voyez l'homme essayer de réparer quelque chose qu'il ne peut pas réparer. On s'assoit avec ça, puis on dit « Je vous pardonne ». Ce n'est pas un coup de tonnerre, mais un soupir que l'on retient depuis l'âge de 12 ans. Il cligne des yeux. On le voit ravaler ses paroles. Pas seulement vos paroles, mais leur poids. « Merci », dit-il. Et pour la première fois, il semble le mériter. Vous commencez à vous voir plus souvent. Rien de dramatique. Juste un déjeuner, un café, la vie. Parfois, il parle de son père. Parfois, tu parles du tien. Parfois, vous êtes tous les deux assis tranquillement, sirotant des tasses comme si c'était à l'église. Il vous dit qu'il a commencé une thérapie il y a 1 an, que ça lui a fait une peur bleue, qu'il est encore en train de se découvrir, que parfois il entend encore l'ancienne version de lui-même dans sa tête. Tu lui dis que tu tiens un journal tous les soirs, que ça aide, que certaines nuits, tu rêves encore d'être de retour à la cafétéria, figé, un plateau à la main. L'amitié grandit lentement, inégale, comme une plante qui se remet du gel, mais elle grandit. Vous vous surprenez à rire avec lui un après-midi, et ce n'est pas une trahison, c'est une délivrance. À l'enterrement de ton père, Marcus débarque, en costume, seul. Il ne parle pas beaucoup. Il te serre juste dans ses bras comme quelqu'un de sincère. Tu me fais un câlin en retour. Plus tard dans la soirée,
Après le départ des invités et le silence de la maison, tu pleures plus fort que jamais, pas seulement pour ton père, mais pour le petit garçon que tu étais, pour cette voix qui s'est enfin fait entendre, pour la façon dont quelque chose s'est brisé en toi et s'est enfin remis en place, et pour l'étrange et impossible grâce de la guérison, là où vous n'auriez jamais pensé qu'elle pourrait se développer. Les années passent. Marcus et toi restez amis, pas les meilleurs amis du monde, pas des amis toujours en contact, mais de vrais amis. Il vous invite au récital de piano de sa fille. Vous lui apportez des fleurs, elle vous serre dans ses bras. Un jour, il t'envoie une photo d'un livre sur les traumatismes de l'enfance. Il te dit « Je viens de le finir ». Tu l'as déjà lu? Vous riez et vous en recommandez 5 autres. Parfois, les gens ne croient pas à l'histoire que vous racontez, que vous avez pardonné à votre agresseur, qu'il a changé, que vous avez changé aussi. Mais la guérison n'a pas besoin de public. Elle a juste besoin d'espace et de temps. Et de 2 personnes assez courageuses pour se montrer à nouveau, non pas telles qu'elles étaient, mais telles qu'elles essaient de devenir. Pardonner ne signifie pas oublier, c'est choisir de ne pas vivre dans la blessure. C'est se libérer même si l'autre ne le demande pas. Mais parfois, il le demande. Et quand il le pense vraiment, le pardon devient plus qu'un cadeau. Il devient une résurrection. Pour vous deux.